sociétale qui se pose, et la place de l'humain au sein d'une société amenée à se transformer est interrogée de façon plus cruciale encore que du temps de la mécanisation qui avait exclu nombre d'individus du monde du travail. À qui profiteront les augmentations de l'humain? Eh bien, c'est de cela que nous allons discuter. Et donc, avec moi, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, Christopher Priest, qui est connu dans le monde entier pour son roman Le Monde Inverti, qui interroge notre réalité un peu à la façon de Dick, dans des romans très subtils, La Fontaine pétrifiante, Futur intérieur, Le Don, qui est devenu le glamour, et plus récemment les insulaires, l'adjacent, l'inclinaison, qui explore son univers des archipels qu'on retrouve dans de nombreux livres. Il a obtenu une douzaine de prix, dont 5 British Awards, le World Fantasy Award pour le prestige, adapté au cinéma, et 2 Grands Prix de l'imaginaire, reçus ici même d'ailleurs, et le prix Utopia pour l'ensemble de son œuvre. Et donc son nouveau roman, Conséquences de disparition, revient sur les événements du 11 septembre. Robert Jackson Bennett, né à Baton Rouge en Louisiane, qui a étudié à l'Université du Texas, a commencé en tant qu'auteur avec le roman Mr. Shivers, qui a été traduit en français. Il a ensuite écrit The Company Man, The Troop et American Elsewhere, qui vient juste de sortir dans la nouvelle collection dédiée à l'imaginaire chez Albin Michel, dirigée par Gilles Dumais. Et donc ce roman a eu le prix justement Shirley Jackson. Et en même temps, il a publié Foundryside, le premier volet d'une nouvelle série qui est plutôt dédiée aux villes et aux cités, où la réalité a été distendue, augmentée ou ébranlée. Et puis Raphaël Granier de Cassagnac, écrivain et physicien des particules au CNRS, il cherche à caractériser le plasma de quark et de gluon. Il est l'auteur de 2 romans, Thinking Eternity et Eternity Incorporated, qui nous montrent un futur proche avec des clonages, des réalités virtuelles, des implants cybernétiques, on aura l'occasion d'en parler. Il a aussi dirigé les premiers ouvrages de la collection Ouroboros chez Nemos, qui sont des livres illustrés offrant une immersion dans l'univers d'un auteur ou de plusieurs auteurs comme Jules Verne avec Un an dans les airs, Lovecraft avec Kadat, ou dans des univers inédits jadis. Et il s'intéresse maintenant aussi au cinéma d'animation et aux jeux vidéo. Je tiens à rappeler aussi que grâce à Raphaël Granier de Cassagnac et à Mathias Echenet, l'éditeur de La Volte, il a permis à des auteurs de science-fiction de visiter le LHC au CERN à Genève. Nous avons été plusieurs à pouvoir vivre cette extraordinaire aventure au début de cette année. Voilà, donc première question, est-ce que ces augmentations profiteront à tout le monde? Quelle société se dessine à partir de là? Pour moi, toute la question est là et la réponse, on ne la connaît pas en fait. Le paysage des hommes augmentés est très différent selon effectivement que tout le monde a des... Alors, il y a plusieurs façons d'augmenter l'humain, on en parlera peut-être. Hein. On peut en aborder 2, disons l'immortalité et la cybernétique, donc un peu 2 extrêmes. Et toute la question est là, c'est-à-dire que si tout le monde devient immortel, ça pose pas beaucoup de problèmes, je pense, on s'en sortira bien. Nous, mortels, on s'en sortira bien, parce qu'on sera plus mortel, on sera immortel. Si, à contrario, l'immortalité n'est accessible qu'à une petite fraction de gens, et ben là, il se pose tout un tas de problèmes. On crée une nouvelle forme d'humain, comment elle va interagir avec les humains mortels, etc. etc. Donc, toute la question est là. Pour la cybernétique, c'est pareil. Si les implants cybernétiques sont accessibles à tout le monde, je pense que ça va être relativement simple de gérer les problèmes sociétaux qui peuvent émerger de ça. En revanche, si les implants cybernétiques n'appartiennent qu'à une caste de riches, parce que c'est sans doute le plus probable, eh ben, il va se passer des choses, des ghettoisations, énormément de choses qui existent déjà hein, avec autre chose que la cybernétique, mais la cybernétique va avoir les mêmes problèmes que d'autres, que les problèmes raciaux, etc., etc. Pour moi, toute la question est là, on peut faire dans la vraie question grave derrière le transhumanisme, c'est pas tant le transhumanisme lui-même que à qui ça profitera à la fin. C'est à ça qu'il faut réfléchir, je pense. Chris? Is this working? I'm not an expert on this subject at all,
but I do have a few thoughts. And my own approach to any technology is to try and understand the past of how that influences our view of the present, and from that get some clues to how we will understand the future. An example of this, a very simple example, is the mobile phone, which, had it been created for public use as a walkie-talkie radio, it would have been completely different in the way we use it now. It wouldn't be the augmented aid to understanding and information that we have now. It would be seen as a kind of heavy radio that had limitations. And the fact that somebody decided that it was actually essentially a telephone, although in fact the use as a telephone is the minor aspect of the use of a mobile phone. So looking at augmentation, what would it be? Now, if you give a man who is lame a walking stick, you enable him to walk. Now, is his life therefore augmented or corrected? In a sense, it may be destined that he should not walk. So therefore, giving him a walking stick gives him an ability perhaps he has not evolved into. And the same is true of many other common augmentations, such as, say, hearing aids. They enable the deaf to hear. Spectacles, which enable the partially sighted to see better. Toupees for the people who are going bald. And false teeth for the people who can't chew properly. All these are augmentations. Now, in a sense, they are understood as corrective augmentations. They're not seen as additional. They don't convey extra powers. They replace powers that are lost. So if we're going to understand the kind of electronic or digital enhancement of human life in the future, I think it's just wrong to approach it from the point of view that all of a sudden we'll be able to fly in the trees or cross the Atlantic in 2 minutes or whatever ability this technology is said to bring. What it will do is to repair the travails of destiny. Yeah. I think that there we go. I think that's exactly right. That the first thing that we're going to do is try and use these tools to solve problems, like what they're doing right now with CRISPR, which I don't know how to translate that in French, is the gene-altering tool that is amazing and frightening, where you can change our genes very simply, pretty much like in your garage. You can use this tool. What they are doing with the first, of course, is trying to stop diseases and stop syndromes and things like that. And there's really never a question of if this is right or wrong. Like, if my child is sick and CRISPR can help him, then I'm never going to be like, well, is this changing what it means to be human? I'm not thinking in those terms. I just want my child to be healthy. And I think once we start to use these tools to fix problems, it's going to change how we think about them. Once you know that a tool works, like a saw, you suddenly see a lot of things to cut. You see a lot of problems that you can fix with it. So the question I really think is, if transhumanism becomes possible, are we even going to notice? It's just going to see like a natural use for a tool that we know works quite well. Voilà, mais toutes ces transformations ont certainement un coût. Et à ce moment-là, on va se demander à qui cela profitera. Est-ce qu'il n'y aura qu'une seule élite qui y aura accès, avec une société de laissés pour compte qui seront laissés sur le bas-côté?